Go. Bon, bonjour à tous. Cet après-midi, on fait un focus sur la carte CFFA 3000 qui nous a été présentée déjà par Patrice hier dans le cadre de la revue de détail fort complète et qu'il a fait des solutions de stockage sur Apple II. Pour moi, c'est la solution de stockage moderne la plus efficace à l'heure actuelle disponible sur le marché. Ce n'est peut-être pas l'avis de tout le monde parce qu'elle a quelques limitations, mais vraiment mineures. Mais elle couvre 95% de mes besoins en matière de stockage. Elle est polyvalente, elle est facile à installer. Le seul inconvénient, c'est que c'est la plus chère de toutes les solutions, puisqu'il faut compter aujourd'hui 150 € pour compris pour en avoir un exemplaire. Et elle n'est plus disponible à l'heure actuelle, mais il y a un prochain batch qui se prépare pour la fin de l'année, novembre-décembre. Donc c'est la 3e génération de cartes. Et Rich Dreher, qui fabrique ça, en a vendu pas mal. Je crois qu'à chaque run, il en fait 250. Quelque chose comme ça, donc il en est de cette version là, je crois que c'est le 3e ou 4e run, donc le prochain ce sera le 4e, le 5e, et il va tabler toujours sur 250 environ. Donc en général, lorsque l'annonce paraît, il faut être tout de suite, sinon soit c'est reporté à l'année suivante, et on ne sait jamais s'il va en faire à l'année suivante, hein, toujours pareil, parce que lui, bon, il a monté une boîte, mais c'est pas sa principale activité non plus. Hein. Voilà, donc c'est une carte que moi j'ai découverte en 2012, j'en ai acheté 3 exemplaires, donc un pour mon 2+, un pour mon 3 et un autre pour le 2GS. Et donc si la prochaine livraison présente des évolutions, j'en achèterai peut-être une autre, mais si c'est la même, et je pense que ce sera la même, parce que on peut faire évoluer le firmware, donc je pense que c'est ce qu'il va faire évoluer le firmware, et je pense que la conception de la carte restera inchangée. Alors cette carte là, voilà. Le plus simple, c'est que je vous la présente directement. Ah ouais, t'as même le petit bouton pour... Voilà. C'est une carte de conception très moderne, qui présente une qualité de fabrication à mon avis remarquable. Je ne suis pas électronicien, Vincent est par là. Voilà. Donc en fait, elle a l'avantage majeur, c'est qu'elle peut permettre le stockage sur Compact Flash ici et via un port USB ici. Donc elle est configurable en hard et en soft. En hard par des deep switch ici qui permettent de l'adapter à la machine. 2 de plus, 3 ou 2GS. Il y a 3 configurations et plus une configuration de test avec un DIP qui sert de test interne. Elle est configurable en soft puisque, comme je vous le disais, Rich propose des firmware pas très fréquemment, hein, mais bon, il corrige les bugs au fur et à mesure des batchs, c'est-à-dire une fois par an à peu près. Et donc, elle est fournie avec un manuel fort complet également, que j'ai par là, on regardera tout à l'heure. Et elle est dernier atout que je n'ai pas testé, elle est pilotable, le swap des disques, disque 1, disque 2, est pilotable avec un petit outil qui est là, où il y a deux switches, 1 et 2, et qui se raccordent à la carte et qui permet de déporter à l'extérieur du GS le switching du disque 1, disque 2 en faisant passer une image disque d'un disque 1, du disque 1 au disque 2 et vice-versa. Celui-là, ça par contre, je n'ai pas testé, je ne sais pas si ça fonctionne, je ne me suis pas encore penché là-dessus. La clé USB qu'on peut raccorder ici peut être raccordée, comme le disait Antoine fort judicieusement hier. L'avantage de cette carte, c'est que l'USB est à l'intérieur de la machine et pas à l'autre extrémité, donc on ne pourrait pas le rentrer. Donc ici, c'est accessible assez facilement quand la carte est installée dans la machine. Mais bien évidemment, comme la compact flash est déjà à l'intérieur, si on laisse l'USB à l'intérieur, chaque fois qu'on veut charger des images disques, ben, il faut tout démonter. Donc la solution, c'est une toute petite rallonge USB qui sort à l'extérieur de la machine. Avec ça, on fait ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Alors cette carte est totalement transparente à partir du moment où on la configure au boot, c'est-à-dire qu'à l'allumage de la machine, on tombe directement sur la configuration de la carte et on peut booter n'importe quel slot. On peut assigner des DSK
ou des 2MG sur un lecteur de type disque 2 ou de type SmartPort. Et à partir de là, une fois qu'on a affecté cet ensemble, ça se met dans un fichier cffA-config qui, lui, est exécuté à chaque fois qu'on démarre la machine. On va voir ça tout de suite en détail. Alors, sur l'emplacement de la carte, moi je la mets en slot 1, ce qui est une hérésie pour Antoine, mais je vais m'en expliquer. Tout simplement pourquoi? Ce que je voulais, moi, c'est avoir la possibilité de booter plusieurs types de périphériques sur mon GS. Je veux booter du virtuel, je veux booter du physique et je veux booter du hard disk. Donc, à partir de là, j'avais pas 36 solutions. Il faut donc que je laisse libre le slot 6 pour pouvoir booter en physique sur un 525. Que je laisse libre, j'ai déjà une zip en port 3 et une RAM fast en port 2. Donc à partir de là, il n'y a pas tellement de solutions. Cette solution en port 1, quand je boot le port 1, je boot sur la CFFA, avec donc, en exécutant le compact flash ou USB ici. Quand je boot en slot 7, j'exécute les images disques qui correspondent au slot 6, parce que si je fais pair dièse 6, moi ce que je vais pouvoir faire c'est pair dièse 6 qui me boot directement ça, ou pair dièse 5 qui me boot directement ça, pair dièse 2 ici. Donc la seule solution c'était de la mettre en port 1, c'était la seule que j'ai trouvée, il y en a peut-être une autre, hein, a priori. C'était la meilleure solution pour moi pour pouvoir disposer de l'ensemble de mes matériels, soit en virtuel, soit en physique. Alors on va réinsérer ça et on va la faire tourner. Donc la petite clé USB qu'on met à l'autre extrémité du câble. Et on va voir ce que ça donne. Bon, voilà le menu qui s'affiche au démarrage. USB ready, compact flash ready. J'ai donc deux cartes qui sont connectées. Je mappe mes volumes disque 2 sur le slot 7. Actuellement, il n'y en a qu'un. J'en laisse qu'un parce que si j'en mets deux, il va faire une recherche. Prodos ou GSOS vont faire des recherches alternativement sur les lecteurs, sur les SPC, alors c'est un peu la galère. Donc j'en laisse qu'un. À partir de là, les options du menu sont les suivantes. Ah oui, ce serait bien si le clavier marchait. Ça serait nettement mieux si le clavier marchait. Tu as utilisé celui de déjà démarqué? Oui, non, mais il a toujours bien marché jusque-là. Ouais, il a frisé, mais c'était pas au démarrage. Voilà. Donc ici, j'affecte mon slot disque 2. Alors, ce que je disais, je l'ai mis en 7, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions, les autres slots étant occupés. C'est la solution pour moi la plus versatile. Ici, je vais avoir donc le nombre de, pour le SmartPort, le nombre de devices SmartPort que je définis, jusqu'à 16 de mémoire. Tant que, oui, on verra ça sur le manuel, c'est jusqu'à 16 SmartPort. Et ici, en 2 et en 4, c'est les assignements d'images disques, soit sur le disque 2, soit sur le SmartPort. On peut importer vers une image disque directement, donc c'est une fonction d'ADT Pro ça, hein. On peut importer directement un disque vers une image, on peut créer une image disque blanche, mais on ne peut pas exporter en ADT Pro, écrire une disquette à partir d'une image disque. Les autres settings, c'est des settings de service. On se préoccupe en priorité de la compact flash, donc c'est elle qui va booter au démarrage, par exemple. On peut utiliser des compact flash en mode RAW, bon, le délai USB de réactivation. Est-ce qu'on patch l'air WTS pour la vitesse, oui ou non? Toujours avoir le menu au boot ou pas. Pour les Apple II, auto boot ou pas. Les effets de son et le réglage des dips, où là on voit donc que les dips, soit on fait update, donc Apple IIgs la machine, avec un self-test, Apple III, un mode debug, un mode mouse text et un mode minuscule.
À partir de là, donc on va détailler ça. Donc ici, si on peut changer à tout moment le slot de disque 2. À ce moment-là, forcément, il va rebooter pour prendre en compte les paramètres. Et la partie la plus importante, c'est le fait d'assigner des images disques sur le disque 2 ou le SmartPort. Donc si on prend le disque 2 ici, on a un menu qui prend en compte donc, tout ce qui est raccordé, donc USB et contact flash. On change simplement avec la barre d'espace de l'une à l'autre. Donc là, j'ai mes deux devices qui sont pleins de trucs. Et à partir de là, tout simplement, si je veux affecter cette image ici, je valide, sauf qu'il faut que je lui dise vers quel disque l'orienter. Donc ici, je vais mettre 2 et il va me la mettre en slot 7 des 2. Slot 7, puisque, je vous rappelle, j'ai déporté le slot 6, disque 2 virtuel, vers le 7. Donc l'assignement est très simple, on se balade avec la touche Tab ici. Et puis, si on veut changer, supprimer, on fait Delete, et à ce moment-là, il supprime ce qui était sur assigné, et on peut en réassigner un autre. Page 10 du manuel, Antoine. Merci. Donc, ici, voilà. Alors après, on peut créer à l'intérieur des devices USB des sous-répertoires, évidemment, hein, où on va avoir donc, plusieurs niveaux de sous-répertoire. Donc, ce qui permet, avec une compact flash, je ne sais pas de combien elle est celle-là, je ne sais pas, je ne lis pas, mais c'est au moins du 4 Go. Donc là, on a accès à tout, à des DSK ou des DMG qu'on peut affecter sur le disque 2 directement. Le nombre de dispositifs SmartPort est paramétrable donc jusqu'à 16, bien sûr. Voilà. J'ai une question. Bien sûr. Là, avec l'option 2, tu as choisi deux disques images pour le drive 1. Oui. Ça fonctionne comment si tu n'as pas les tastes, les touches? C'est celle-là qui va être... on peut choisir, on peut switcher, c'est-à-dire on peut avoir un set d'images disques dans un disque et on switch. Et c'est là que notre petit accessoire va être intéressant, parce qu'il va nous faire défiler. Alors c'est pas, évidemment il n'y a pas de numéro, il n'y a pas d'écran, mais il n'y a pas de numéro, mais chaque fois qu'on va descendre, on va descendre d'un cran. Donc on peut avoir une liste prédéterminée d'une, je ne sais pas quelle est la limite, je crois que c'est 16 d'ailleurs, d'images disques dans un slot, et on va les faire défiler comme ça. Hop, hop, et on reboot, et à chaque fois on change d'image. C'est-à-dire que quand tu es dans le 1, il clignote une fois, quand tu es dans le deuxième, c'est 2 fois, troisième, 3 fois, etc. Très bien, voilà. Donc, Je n'ai pas tu encore peux savoir expérimenté. dans quel tu es. Quand Ouais. tu appuies, tu vois, ça fait tac, 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 c'est le troisième. C'est que tu es sur le troisième, et à ce moment-là tu descends, tu passes au Voilà, quatrième. voilà. D'accord. Page 11 du manuel. Ah, voilà. Tout à fait. Donc très facile à manipuler. Un bar d'espace, on change de USB, CF et CF. Aucun problème là-dessus. L'assignement du SmartPort, c'est la même chose, hein, sauf que là, il n'y a qu'un SmartPort assigné. Donc là, moi, j'ai 4 disques durs assignés sur le SmartPort. Et ces 4 images de disques vont monter, comme celles qui étaient en disque 2, vont monter sur le Finder, bien entendu, à la volée. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux revenir sur ce menu-là par le control panel, directement. Alors là, il y est déjà, donc forcément, il ne va pas recommencer. Mais on tombe là-dessus, et à tout moment, on peut repartir sur, soit rebooter sur un slot, soit changer les assignements, et à ce moment-là, ils vont monter directement. Le boot, c'est une fonctionnalité essentielle, puisque c'est à partir de là qu'on va démarrer. Le 1, bien sûr, c'est la CFFA. Le 2, chez moi, c'est la RAM fast, donc il va booter sur le disque dur. Le 5, il va booter ici, et ainsi de suite, bien entendu, le 6, le 5 et le 6, il va booter sur le physique. Et le 7, il va booter sur le disque 2 virtuel. De cette façon-là, j'ai toutes les possibilités. Le reboot, il va rebooter sur le disque par défaut. Voilà, avant de passer à la partie pratique, voir ce que ça donne, il y a des questions. L'espace de stockage, enfin, une solution de stockage, ça prend presque un utilitaire pour avoir toutes ces possibilités de boot. On peut presque s'en servir
Est-ce qu'il y a la même option aussi simple sur le système classique où on peut passer finalement par cette solution pour... Là, alors, il y a des spécialistes qui répondront mieux que moi. Ouais. Si tu veux, la nécessité d'avoir un outil de gestion des images disques est liée au fait qu'on utilise justement des images disques et qu'il faut les affecter à un dispositif physique. Donc on ne peut pas se passer de ce type d'utilitaire au démarrage ou pendant l'utilisation. Alors je ne connais pas les autres solutions de stockage, comment elles le font, c'est de façon quelquefois plus transparente, plus rustique. Hein. On a vu avec l'Unisdisk un petit écran LCD, donc tac, on change les trucs. Bon, ici c'est sur un contrôle panel qui regroupe l'ensemble des fonctions. Mais c'est dû aussi au fait que cette carte-là gère à la fois le disque de SmartPort, qui fonctionne de façon différente, donc il faut en tenir compte. Et puis on a d'autres fonctions, la 5 et la 6, fonctions accessoires, et puis les settings de service qui sont directement sur l'écran, ce que moi j'ai trouvé formidablement confortable, quoi. Parce qu'on branche la carte, on tombe sur le menu, bon, on lit le manuel très rapidement, et puis on voit vite comment ça fonctionne. La seule chose la plus difficile que j'ai eu à faire avec cette carte, c'est justement de l'adapter à ma configuration pour savoir ce que je voulais faire, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire au départ avec ça. Mais finalement, je me suis aperçu que j'avais besoin de booter sur ça, et que je voulais avoir un système le plus versatile possible. Mais dans beaucoup de cas, on l'affecte directement à l'émulation du disque 2, et puis voilà, les paramétrages sont extrêmement simples. Hein. On la colle en slot 5, ou en slot 6, ou en slot 7, encore mieux, et à partir de là, ça ne pose pas de problème. La version 3.1b2, c'est celle d'origine? Non, ça c'est la plus récente qui date de 2013, de mémoire. 2013, c'est la CFFA, le dernier batch. C'était juillet 2013. Et ensuite, il a fait un firmware qui doit être de début 2014. Voilà. Ça a plus d'un an, je pense. Ça fait plus d'un an qu'il n'a pas refait le firmware. Il n'y a pas de difficulté de compatibilité avec d'autres cartes qui auraient besoin du DMA ou de ce genre de choses? Alors la carte n'est pas DMA, donc c'est son point négatif. Donc il n'y a pas de conflit DMA, ça ne gère pas. Par contre, elle est peut-être plus lente du fait qu'il n'y ait pas de DMA. Et le dernier firmware est quand même utile parce que justement il ajoute le point dont on parlait qui est une meilleure gestion des fichiers de MG avec leur petite tempête pour faciliter la lecture et l'écriture. Donc ceux qui ont une CFFA peuvent passer au firmware suivant, le plus récent. Ils gagneront en rapidité de chargement. Le plus récent, c'est pas celui-là? Je sais pas, il faut passer au dernier. Le dernier je pense que c'est le un cas, meilleur bon. confort d'utilisation des images disques. Le site de Rich Dreher est très complet sur le sujet. Il y a des tutos, il y a des facs, il y a tout ce qu'il faut. C'est super bien fait. Alors moi je l'ai vu tourner que sur des 2GS. Est-ce qu'il y a des utilisateurs de CFFA hors 2GS? Comment accèdent-ils au menu? Donc, vas-y. Oui, je vais te répondre, oui, on peut te répondre. Donc, moi je l'ai sur la mienne, je crois que je l'ai sur le slot 2 ou 3. Et au démarrage, donc, Didier a montré qu'il y avait un temps d'attente Latency, oui. d'une clé, enfin d'une touche. Ça. Et Alt M ou M te Oui, permet de M cliquer tout court. sur ce menu. Ok, Voilà. si c'est M, d'accord, merci. Effectivement, sur le 2+, où il n'y a pas de contrôle panel, il faut pouvoir y accéder. Et en plus, il n'y a même pas de touche haut et bas. Donc pour se balader dans les menus, c'est CTRL-I, CTRL-J. C'est un peu plus compliqué. Les raccourcis clavier sont un peu plus compliqués sur le 2 et le 3 que sur celui-là. Et donc, elle est adaptable, même aux Apple II tout court, hein, sans autoboot. Bon. Pardon, je vais sur le slot 7 car en fait, soit je tape Alt M quand ça boot, soit je pars au slot 6 et... Tu peux l'appeler aussi par un code. Ah oui? Ouais, par un code, 14. Par un call, oui. Et sur Apple II, c'est la seule façon de l'appeler si tu ne l'appelles pas au démarrage. Voilà. Quand tu as booté, si tu ne l'appelles pas au démarrage, il faut faire un call pour la récupérer. Et tu as même le même menu impeccable. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de programmer une touche de fonction pour appeler directement le call sur un Apple II? Aucune idée. Non, je ne sais pas. Je savais pas.
Parce que moi ça m'intéresse, au lieu de taper chaque fois le col. Wildcard et refaire voilà. un prom et qui boot sur Faire une slot ennemie. et se trouver à CFF. Ah ouais, c'est une bonne idée, ouais, clac. Bon, à propos des solutions de stockage, et tu disais qu'elle n'est pas DMA et que c'est un point faible effectivement, d'autant plus qu'on le constate, on en parlait hier par rapport avec l'exposé de Patrice sur la rapidité d'accès en lecture-écriture. D'abord utiliser des cartes et des clés rapides, forcément, ça, parce que finalement, on s'aperçoit que quand on a ici un disque dur, bon, qui n'est pas le plus rapide, hein, mais la RAM fast, elle, qui est quand même assez rapide, bon, on s'aperçoit que finalement la solution RAM fast est aussi rapide, voire plus, avec le disque dur que la CFFA avec une carte de pièce qualité. Ça, clairement, moi je l'ai constaté, j'ai fait des benchmarks là-dessus. Si on veut vraiment tirer bénéfice de cette solution, il faut des cartes rapides. Donc ben, on va pouvoir l'évaluer si vous voulez. Hein. On boot sur le slot 1, c'est-à-dire on boot sur la carte CF ici. Et on va charger alors un GSOS qui est un peu chargé quand même. Hein, voilà. Mais je le maintiens volontairement comme ça pour pouvoir... Ouais, c'est 601, avec la petite icône de Brutal Deluxe, c'est parti par là. Voilà. Pour ma part, je boot sous Procel 16, qui est une solution qui offre le plus de versatilité pour ensuite partir sur GSOS. Parce qu'on est en mode texte, cet outil-là est incomparable de technicité, on peut vraiment tout faire avec ça. Et pour un desktop, c'est le mieux. Donc on va booter sur le Finder. Et on va voir monter les images disques qu'on a définies donc, dans le contrôle panel de la CFFA. Donc là, on a le disque dur. Et le reste, ce sont des images disques. Alors, évidemment, il va chercher les choses dans les lecteurs physiques. J'ai deux trucs GPC2, donc hop. Voilà. Alors en fait, les icônes diffèrent un peu. Pourquoi? Parce que j'ai des partitions sur mon disque dur qui apparaissent ici aussi. Donc ça se mélange et j'ai chargé en disque virtuel TD2 Master ici. Donc il est sur le disque dur, celui-là il est en virtuel. Donc c'est pour ça qu'il y en a deux. Donc l'icône ici, c'est l'icône du disque dur. AppleWorks, TD2 Master, disque, GPC, Fuji, tout ça c'est sur le disque dur. TD2 Master 2, AppleWorks 2, c'est sur le disque dur aussi. C'est sur le virtuel, pardon. L'icône est un peu différente. Donc ça, je les vire. Elles vont disparaître de ma config CFFA. Elles ne sont plus accessibles. Là, je n'ai plus que le disque dur et l'image Fuji 1, qui est celle qui est sur la compact flash, qui a booté, qui vient de booter. Alors, on va voir très concrètement, on accède donc au menu CFFA, on va voir quels sont les assignements SmartPort. Alors, ceux que j'avais définis sont restés, bien sûr, bien que j'ai retiré les images disques. Donc, on va voir tout de suite ce qu'on peut en tirer. On va mettre ici Dark Castle 1, Dark Castle 2, par exemple. Je quitte sans rebooter. Et il me montre, bien évidemment, Dark Castle 1, Dark Castle 2, qui sont pleinement utilisables à partir de là. Je peux les mettre à la corbeille, comme j'ai fait pour les autres. Mais ils restent dans la liste des assignements tant que je n'ai pas modifié. Pour ce qui concerne, alors, un autre avantage de Procel 16, c'est qu'on peut booter directement, on peut faire des scripts pour faire à peu près n'importe quoi, on peut booter directement sur le 3.5, sur le 5.25 ou sur la CFFA, directement. Donc on va revenir au Finder. On va voir comment ça se passe avec une image de disque 2.
Alors, on avait chargé, on a un DOS 3.3 version je sais pas quoi qui se balade là. J'avais pas enlevé mes Dark Castle là, comment ça se fait? Oui, je les avais pas virés. Si par erreur on vire Fuji 1. Hop. Ah, là, on va avoir du mal à continuer le boulot, quoi. Parce que c'est le disque principal. Oui, mais il fait pas de... Non, il met pas d'alerte, je pense pas. Non, il met pas d'alerte. Alors, qu'est-ce qu'on a en DOS 3.3 ici? Voilà, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Crossfire et un hello basique. Celui-là, donc, il est dans les disques à segment, il est là. C'est Crossfire. Ah oui. Si je décide de changer, là on est sur Diversidos. Ouais, c'est bon. Alors là, je pense qu'il ne va pas le trouver parce qu'il faut le monter. Il cherche celui-là d'abord parce que je ne l'ai pas éjecté. Alors peut-être qu'il va me trouver l'autre après, mais il y aura comme ça que je vais avoir du mal. Avec le DOS 3.3, c'est toujours un peu bête. Dans le temps où tu montes, j'ai quelques chiffres sur les temps de Vas-y, transfert avec une carte no-name USB, avec une CFFS sur un Apple IIgs qui est très similaire au tien. En comparaison, en lecture ou en écriture, sur un lecteur de disquette 3,5 pouces, qui est donc quand même d'une lenteur phénoménale, on lit du 8K par seconde. Avec une no-name USB sur un truc comme ça, on lit du 1K par seconde. En effet, ça fait quand même une sacrée différence. C'est une sacrée différence. Et on retrouve à l'écriture et à la lecture avec des cartes standards, plutôt high level, plus de 80 kilooctets secondes. On peut dépasser les 100, mais vous prenez des RAM fast ou des OKS, on peut lire en 350, 400 kilobits, c'est plutôt pas mal. Il faut prendre, pour atteindre de bons niveaux, il faudra avoir des cartes de qualité. Oui, cartes de grande qualité, effectivement. Ouais. Et ça se sent, hein, ça, clairement au bout ou au lancement d'applications lourdes comme AppleWorks, ça fait pas mal. Donc voilà ma disquette DOS 3.3 qui est montée, qui elle, là c'est Diversidos donc. Alors bon, c'est Diversidos, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dessus parce que c'est... Il y a que ta pile, c'est... ouais, non, là, là, je ne sais pas pourquoi, mais bon, assez bizarre. Mais c'est bien celle-là, effectivement. Voilà, que rajouter? Alors l'inconvénient, un inconvénient esthétique, c'est qu'on n'est pas avec les caractères souris, bon, ça évidemment. La gestion, la navigation dans les répertoires des fichiers, elle est quand même un peu particulière, hein, un peu difficile à suivre, parce que là on a un nombre de caractères disponibles qui est un peu faiblard, donc c'est pas génial pour se repérer, quoi, hein. C'est le seul inconvénient. On a le titre en bas, mais le titre n'est pas toujours complet, même en bas, quand il est très long, donc c'est quand même un peu problématique. Bon, là, il n'y a plus rien dedans. Bon, plus rien dedans. J'ai laissé les répertoires. Je n'ai pas... J'ai une question. Oui. Indépendamment de l'action de Finder, est-ce que la carte supporte des images disques à la fois en compact flash ou sur une clé USB de type Pascal ou CPM? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je n'ai pas utilisé ces systèmes, mais je ne crois pas. D'accord, parce que la doc du CFA, la carte d'avant, je prends le manuel. Je mentionnais que, je crois, le Prodo Suite et Prodo 16 et GSOS. Je prends le manuel et je vais te répondre. Mais moi, CPM, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas de carte CPM, Z80. Pascal, ça devrait logiquement fonctionner, c'est le même ordre. C'est le même format, ouais. D'interleaving des secteurs sur une disquette que le Prodos. Ça devrait être compatible, c'est un bon test. Mais c'est pas, je ne sais pas comment on sert.
Au niveau firmware, tu as le BIOS du Pascal qui va peut-être accéder à des... Alors les parce que formats, c'est vu comme un disque 2 en fait. Complètement. Exactement. les Avec formats un supportés, on a parallèle, DSK, DO, PO en 140K, PO, ProDOS, DO, DOS, NIB, 2MG, et n'importe quel fichier d'au moins 256K et un multiplexa de 512 bytes il peut utiliser comme en block device only. Ça c'est une fonction de la carte en mode RAW qu'il faut paramétrer à part. Et là en mode RAW on peut utiliser des formats de fichiers beaucoup plus rustiques, je vais dire. C'est bien le mode RAW. Voilà. Donc ça peut, je pense que sur ce mode RAW, on peut faire des choses intéressantes, mais c'est un peu plus compliqué à paramétrer. Il faut faire des tests pour voir quel type de fichier, mais d'après la doc, ça a l'air faisable. Donc, je pense que le Pascal, à mon avis, sans problème, parce que l'ordre des secteurs, enfin le formatage est même. Après CPM, je ne pense pas, même en mode RAW, ça me tomberait. Je ne pense pas. C'est un test à réaliser, ouais, c'est un bon test à réaliser, je sais pas. Ça pourrait être intéressant, oui, effectivement. Le bas niveau du CPM est capable d'aller lire ce qu'a fait la scène. C'est un bon point, ouais. Bonne question. Alors on va comparer pour terminer la vitesse de chargement soit avec la CFFA, soit avec la RAM fast. Hein. On va commencer donc, on va rebooter sur la CFFA. Alors je ne sais pas, je n'ai pas de chronomètre, mais peut-être vous aurez le sentiment que ça va plus ou moins vite, vous me direz, moi je ne sais pas si... On va voir. Un chrono. Voilà. T'as un chrono? Oui. Allez, vas-y. Oui, j'ai une Watch Apple 2. Quand tu veux. C'est parti. Là, tu peux repartir de là en fait, parce que comme il boot sur le menu, Ah, pardon. tu vas démarrer quand moi j'appuie sur Return. Ok. 1, 2, 3. Il y a exactement le même système sur le disque dur et la CFFA. C'est mon double en fait. De telle façon que si j'ai un bug sur le disque dur, j'ai toujours la CFFA et l'inverse. Hein. On va faire un concours, ça donnait le nom de chacun des logiciels dans l'ICON. Top. 28 secondes, 39. 28, ok. Donc maintenant, je vais booter sur le slot 2, qui est celui de la RAM fast. Prêt? 1, 2, 3. Je pense que ça devrait être un petit peu plus lent si elle ne se bloque pas. Ben là, voilà, ce qui est le cas, ça peut arriver. Alors, je ne sais pas si c'est le GS, on va recommencer. Je ne sais pas si c'est le GS ou si c'est la RAM fast, mais j'ai assez souvent des blocages comme ça. Là, je ne sais pas trop comment les résoudre. Je ne pense pas que ce soit la chaleur parce que là, ils viennent aérer. Donc, on recommence. 1, 2, 3. Ah, ça va mieux. Et en plus, le 20SC, c'est pas le disque le plus rapide du marché. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Verdict? 31. 3 secondes de plus? Oui. C'est ça? 26, donc c'est 28, 29 et 31, 56. 3 secondes de plus. 3 secondes de plus. Vous voyez que l'écart n'est pas gigantesque. Pourtant, la CFFA que j'ai est quand même de bonne facture. C'est une 110, je crois que c'est une 110 Ultra. Donc bon, ça va bien quoi. C'est pour HDD qui est lent, quoi. Ouais, c'est ça? C'est ça. Mais bon, voilà. Je voudrais poser une question. Oui. Avec toutes ces cartes contrôleurs, avec des contrôleurs intelligents dessus, est-ce qu'il n'existe pas un système qui permettrait d'aller plus vite en faisant ce qu'on appelle dans l'industrie le RAID 0, c'est-à-dire de lire quelques bits d'un octet sur une carte, quelques bits de l'autre octet sur une autre carte, et de paralyser cela? Comment ça? En boot? Au boot? À la lecture ou à l'écriture, enfin, c'est de pouvoir gagner en vitesse en lisant une partie de l'information sur une carte contrôleur
sur un axe IO et une partie de l'information sur une autre axe IO? Là, je laisse la réponse au spécialiste. Non, moi je vais répondre parce que je pense l'avoir, j'avais échangé avec le monsieur de la carte. Ce qui ralentit les bécanes comme ça, c'est le bus de l'Apple II, c'est pas spécialement la carte en elle-même. Ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils sont capables de faire, et qu'ils font même déjà, ils font un truc qui fait du read over en avance là. Ils lisent plusieurs blocs avant qu'on les demande. Et s'ils ne sont pas rendus rapidement, c'est simplement l'Apple II qui est ralenti. Et que même sur disque dur, AppleWorks.js se lance quand même très vite. Hein. C'est pour ça que cette carte-là, qui est comme super moderne, elle aura un mode DMA, elle éviterait d'aller taper le bus ou je sais pas quoi, elle irait directement enregistrer dans la RAM, ce qui va bien. Là. Après, quelqu'un me diront que je dis des bêtises, je comprends pas ce que c'est que le mode DMA, mais je sais que ça va plus vite. Mais c'est ça qui est dommage. C'est probablement la carte la plus rapide et qui n'offre pas cette fonctionnalité-là. Alors, j'ai associé le disque dur à la RAM fast pour une autre fonction intéressante. C'est que quand je voulais exécuter des jeux difficilement installables sur disque dur, Zanigolf, Grand Prix Circuit, Test Drive, et notamment pour mes enfants à l'époque où ils jouaient, bon, j'ai essayé au départ, c'était la version disquette, hein, quand j'avais pas de disque dur, j'avais 2 drives, et puis alors mes gamins ils me disaient non mais attends, j'ai autre chose à faire que d'attendre 2 heures et que le jeu il se charge. Bon. Donc quand j'ai eu un disque dur et que la RAM fast est sortie, là il y avait une possibilité intéressante, c'était effectivement de démarrer au boot sur une partition de RAM fast. Donc si je prends par exemple la partition 4, j'appuie sur 4 boot, et là il va me charger un jeu qui est directement installé sur une partition, que ce soit du Prodos ou du GSOS. Ça charge super vite. Et là, c'est direct. Ça va beaucoup mieux. Non, mais attends, je te le remets parce que t'as pas eu l'info. Voilà. la décapotable. Hein. Ouais, ça va bien. Hein. Voilà, un autre exemple très rapide. C'est pas celui-là. Ceci clôt ma démonstration. Merci. Pour vous donner envie d'acheter une carte CFFA à partir du mois de novembre. On va plutôt des loupiottes. Ouais. Ça c'est à la maison à côté de mon ça c'est mon côté marketing, ça. C'est mon côté marketing, ça. Les enceintes. Et je crois qu'il y a un backlog de commandes en cours qui est assez important. Donc même si on Et il faut se mettre sur la wishlist, hein, parce que sinon. Il y en avait une à vendre 100 hier. Combien? 100. C'est pas cher. 100 €, c'est pas cher. Non, 100 € c'est pas cher, ça se vend plutôt 250 à l'heure actuelle. j'ai pas eu le. Sur la, sur la B, oui. Ouais. Sur la B, oui. Maintenant qu'on sait qu'ils vont refaire un batch en novembre, bon, ça baisse, puisque les gens se sont inscrits. Mais à l'époque où il a terminé le batch précédent, on ne savait pas s'il allait en refaire, les prix ont flambé jusqu'à 300 €. Ah bon? Ouais. Là maintenant, ça s'est repassé. Bon. Tu disais tout à l'heure, tu penses à chaque fois il y en a au moins 200 qui sont vendus. 250, ouais. Non, c'est 2000 à chaque fois. Donc ça veut dire, il y en a combien depuis le début qui ont été vendus? Ben, un millier. Un millier. Il a fait sur cette série. Sur cette série, oui, 3000, hein, parce qu'il y a eu d'autres CFFA. Il en a même une pour l'Apple 1. Hein. Ouais. Mais donc, ça va un peu moins, je pense. Mais oui, il a dû en faire. Il a dû en faire au total de 2000. Au moins, je pense. Ouais.
dû en faire 2000 au total. Il faudrait me demander les numéros de série. Et puis il assure le service après-vente. Moi, quand je l'avais installé sur mon 2 de plus, il y avait des paramètres, je ne pigeais rien, je l'avais appelé directement. Et puis on s'était téléphoné, et puis il m'avait calé, impeccable. C'était super sympa, Eric. C'est américain. Voilà, merci. Bravo, c'est bien.